La Suisse doit-elle assouplir sa réglementation sur les exportations d'armes? Au mois de juin, le Conseil fédéral a annoncé vouloir modifier l'ordonnance sur le matériel de guerre. Il propose d'autoriser la livraison d'armes à des pays en conflit armé interne sous certaines conditions. Cet assouplissement est-il compatible avec la tradition humanitaire de la Suisse, sa neutralité ou encore ses valeurs chrétiennes? C'est le débat de Faut pas croire. Mousquets, fusils, arquebuses et avant cela armures et hallebardes, la Suisse ne produit que peu d'armes avant la seconde moitié du XIXe siècle. La plupart est importée de l'étranger. Il faut attendre la fin de la Première Guerre mondiale et la défaite allemande pour que les entreprises suisses d'armement se développent, donnant naissance à de gros groupes comme Oerlikon Burlet. La mobilisation de guerre des troupes frontières est décrétée. Ces troupes vont à couvrir... 1938, le monde se prépare à nouveau à la guerre. En Suisse, une initiative populaire accorde à la Confédération la compétence de réglementer le marché des armes. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'industrie helvétique exporte pour environ 1 milliard de francs d'armement, principalement vers l'Allemagne nazie. Les forces de l'Axe vaincues, Berne suspend ses exportations d'armes, pour un temps seulement, car la guerre froide lance une gigantesque course aux armements. Les affaires reprennent, essentiellement vers des pays non communistes. La loi suisse interdit les exportations d'armes vers les pays en guerre. Elle sera contournée à plusieurs reprises. En 1968, l'entreprise Oerlikon Burlet est accusée d'avoir violé l'embargo décrété par le Conseil fédéral en vendant au Nigeria des armes en pleine guerre du Biafra. Des avions du Comité international de la Croix-Rouge sont même touchés par des canons fabriqués en Suisse. Dieter Burlet, directeur du groupe, est condamné. Une initiative est lancée qui exige l'interdiction totale d'exporter du matériel de guerre. Elle est refusée en 1972, mais de justesse seulement par 50,3% des voix. 1978, nouveau scandale. La presse révèle que les Pilatus PC-7 destinés à l'entraînement peuvent être facilement détournés de leurs fonctions. Ces bombardiers du pauvre, comme on les appelle, auraient servi en Birmanie, au Laos, au Guatemala, au Nigeria ou encore au Chiapas. 2 nouvelles initiatives pour l'interdiction d'exporter des armes sont soumises au peuple en 1997 et 2009. 77,4% de non, le message est là encore extrêmement clair. Le peuple ne veut pas interdire totalement les exportations de matériel de guerre. À chaque fois, les arguments du maintien des emplois et de l'autonomie en matière de fabrication d'armes font mouche. Même si du côté des initiants, on tente de varier la forme. En juin 2018, c'est le Conseil fédéral lui-même qui met le feu aux poudres. Il décide d'autoriser, sous certaines conditions, des exportations de matériel de guerre vers des pays impliqués dans un conflit armé interne. L'industrie de l'armement a trouvé en Ignacio Cassis, le tout nouveau conseiller fédéral PLR, une oreille particulièrement attentive à ces réalités. Une coalition hétéroclite composée de la gauche, du centre, d'ONG et d'églises brandit la menace d'une nouvelle initiative populaire. À l'opposition traditionnelle, le Conseil fédéral doit maintenant faire face à un nouvel adversaire, le Conseil national lui-même. Le 26 septembre dernier, il approuve une motion demandant que ce soit les chambres fédérales et non plus le Conseil fédéral qui fixent le cadre légal des exportations d'armes. La balle est maintenant dans le camp du Conseil aux États. Bonjour Charles Morero. Bonjour madame. Vous êtes évêque du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg. La commission Justice et Paix de la Conférence des évêques suisses a pris position contre cette modification en raison de votre présence ici aujourd'hui. Alors expliquez-moi ce qui vous choque, ce qui vous dérange dans la proposition du Conseil fédéral. D'abord, le Conseil fédéral a modifié à plusieurs reprises l'ordonnance sur le matériel de guerre et je préfère nettement la version de 2008 que je me permets de citer un peu sans m'étendre trop. Elle interdisait d'exporter de matériel de guerre vers des pays qui violent les droits de l'homme, et je résume, sont impliqués dans un conflit armé interne ou international, sont moins avancés en matière de développement
ou en cas de risque important de voir ces armes utilisées contre des populations civiles ou transmises à d'autres. Ça, c'était 2008. Et le but était en partie de convaincre le peuple de ne pas voter pour l'initiative qui voulait une interdiction totale de l'exportation de matériel de guerre. Et je préférais cette version. Mais alors, qu'est-ce qui vous dérange vraiment dans la version qui pourrait être modifiée, puisque ce n'est pas fait, on l'a bien compris? Je pense qu'il y a un problème par rapport au rôle général que la Suisse veut se donner dans le monde. Nous sommes un pays qui a une tradition humanitaire, qui est connu par le CICR, qui, en raison de sa neutralité, peut servir de médiateur entre des adversaires ou représenter, par exemple, les intérêts américains en Iran et vice-versa, ou Cuba. Et si nous vendons des armes à des pays en guerre, notre image de neutralité, notre position dans le monde va s'affaiblir. Bonjour Monsieur Vautravers. Bonjour. Alexandre Vautravers, vous êtes historien, vous coordonnez un master en sécurité globale à l'Université de Genève. Vous êtes aussi rédacteur en chef de la revue militaire suisse et puis aussi conseiller scientifique pour l'entreprise RUAG. Pour vous, cet assouplissement que voudrait le Conseil fédéral, est-ce qu'il est nécessaire ? Alors, il est nécessaire, étant donné la situation économique de la plupart des industriels dans ce pays. Je ne suis pas employé de RUAG, soit dit en passant. Non, vous êtes conseiller scientifique. Vous faites je fais partie d'un conseil scientifique et je conseille beaucoup de personnes, et pas seulement cette entreprise, précisément dans le domaine des risques politiques, c'est-à-dire les risques d'exportation dans un certain pays. Alors, ce que je tiens à dire, c'est deux choses. La première, c'est qu'aujourd'hui, un pays en guerre, c'est beaucoup plus difficile, paradoxalement, à définir qu'il y a 10 ou 20 ou 30 ans en arrière. Et si vous faites la liste, si vous faites un collage sur la map monde pour voir quels sont les pays en guerre, eh bien, cela vous donnera une image très très imparfaite des problèmes qui existent dans ce monde. Je prends juste un exemple. Entre l'année 2006 et l'année 2012, il est mort beaucoup plus de monde au Mexique, un pays qui était parfaitement en paix, qu'en Irak, qui était un pays que la RTS a montré pratiquement quotidiennement à l'époque sur les écrans pour montrer que c'était un pays en guerre et en guerre civile. Donc cette notion de guerre aujourd'hui ne reflète plus véritablement la réalité des incidents, des problématiques. Et je prends juste un exemple qui m'est extrêmement cher. Je comprends, et c'est tout à fait louable, de vouloir empêcher certaines personnes mal intentionnées de s'approvisionner en armement, et à plus forte raison en armement suisse. Je comprends tout à fait cette vision morale et éthique, et je la partage, soit dit en passant. Ceci est en fait contenu dans un traité que la Confédération suisse a signé le jour de Noël 2014, c'est le traité sur le commerce des armes. Donc c'est une responsabilisation de l'État, et je pense qu'il faut passer par cela. La notion de pays en guerre ou pays qui n'est pas en guerre n'est plus aujourd'hui véritablement, ne nous dit finalement plus grand-chose. Donc, Monsieur Moreiro, ce que nous dit Monsieur Vautravers, c'est que effectivement, la guerre a changé de visage. Les conflits ne sont plus aussi clairs qu'avant, peut-être. Là, quand même, la Confédération autoriserait la livraison d'armes dans des pays en conflit armé interne. Donc, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Mais finalement, ce que dit Monsieur Vautravers, c'est la violence armée, elle n'est pas seulement dans le cadre de conflits. Pourquoi est-ce qu'il faudrait limiter la livraison d'armes à ces pays, puisque finalement les armes circulent, et pas seulement dans le cadre de conflits? Bon, il y a des guerres qui ne sont pas déclarées, puisqu'on ne fait plus les choses aussi formellement. Il y a des conflits internes dans quantité de pays. C'est la violence du Mexique, en effet. Mais quand on sait que des armes risquent d'être utilisées, on peut prendre les termes dans un sens un peu plus général, que guerre, là où il y a un conflit, où des gens risquent d'être tués, même si c'est dans une guerre civile, si j'ose dire, ils sont quand même tués, ou dans un conflit qui n'est même pas une guerre civile, mais un conflit entre des criminels et les forces de l'ordre. La question de la neutralité n'est pas concernée de la même manière. Ça, c'est un fait. Mais nous pouvons dire... Est-ce que le pays, pour prendre un autre aspect, du CICR, qui a une grande tradition humanitaire, qui peut aussi visiter les prisons dans pas mal de pays, dans des situations de conflit, même internes, va aussi, en même temps, souffler sur le feu. D'autant que souffler sur le feu, même dans une guerre civile, cela entraîne aussi des déplacements de population qui ont des impacts sur les pays voisins, et même sur nous. Mais quand même, dans cette modification de l'ordonnance, Monsieur Vautravers, il est question que ces livraisons soient autorisées sous certaines conditions. Les conditions, en l'occurrence, seraient que l'on s'assure que ces armes
exportées vers ces pays en conflit interne ne soient pas utilisées dans le cadre de ce conflit. Enfin, est-ce que ce n'est pas complètement paradoxal? Pas du tout. Nous venons d'entendre la problématique, si j'ose dire, des gentils contre des méchants, c'est-à-dire le policier contre le brigand, contre le trafiquant, par exemple. Alors, ces armes dont on est en train de parler, ou ces munitions, parce qu'on n'en a pas encore parlé de ce sujet-là, pourraient très bien servir aux forces de l'ordre. Et donc, imaginez-vous la situation dans laquelle on se trouve. Elle est paradoxale, j'en conviens. On a un pays qui est en guerre ou qui est en train de sortir d'une période de conflit. Cet État est en train de se reconstruire. La communauté internationale, l'ONU, le CICR, finalement, tout le monde, tous les humanitaires, essayent de s'efforcer à reconstruire ce pays à travers toute une série de mesures. On injecte beaucoup d'argent. Si on n'a pas la sécurité, si on n'a pas un État, si on n'a pas un État de droit, si on n'a pas une police, pour dire les choses simplement, si on n'a pas une organisation, une structure, si on n'a pas la sécurité, eh bien on n'a pas d'école, on n'a pas de formation, on n'a pas d'emploi, on n'a pas finalement une vie prospère et une vie qui peut redémarrer derrière. Donc c'est pour ça que je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure et je maintiens. Ce qui est véritablement déterminant, c'est qui est l'utilisateur final et comment est-ce qu'on va s'assurer que cet utilisateur final, et je suis tout à fait d'accord avec mon préopinant, ne va pas utiliser ces armes d'une manière qui n'est pas légale, qui n'est pas éthique. Donc l'objectif, ce serait d'armer dans les pays en conflit interne les autorités qui ensuite pourraient assurer un cadre de vie normal pour la population, c'est ça que vous dites? Ça n'est pas si simple parce que dans certains pays, malheureusement, ce sont les forces de l'ordre qui commettent les abus des droits humains. Et c'est pour ça que je reviens. Je comprends tout à fait cette idée, ne faisons pas d'armes, ne faisons pas de guerre. D'ailleurs, restons chez soi et regardons la télévision et le monde sera beaucoup plus pacifique. Mais vous savez très bien que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et on ne crée pas, on ne construit pas la paix en restant chez soi et en donnant des leçons aux autres. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. La communauté internationale a renoncé à considérer que la guerre était hors la loi avec la Seconde Guerre mondiale, avec la Charte des Nations Unies. On considère qu'on a le droit et même le devoir de se défendre, de protéger sa population. Charles Moreiro, la vente d'armes pour construire la paix, nous dit en quelque sorte Alexandre Vautravers. Si on prend l'exemple de la police dans un état de droit, comme par exemple en Suisse, a des armes, il est nécessaire qu'elle en ait. Tout le monde est content que des policiers empêchent que sa grand-mère se fasse torturer par des cambrioleurs. Et si un autre État est un État de droit que l'on peut un peu observer, où effectivement les forces de l'ordre ne contribuent pas à massacrer la population, on peut dire que c'est aussi légitime chez eux que chez nous. Et là, il ne s'agit pas à proprement parler d'une guerre. S'il y a un conflit entre des trafiquants de drogue et un État, on soutient l'État, c'est un fait. Évidemment qu'on n'est pas complètement dans le noir-blanc, parce que dans ces cas-là, il y a rarement tout bon, tout gentil. Mais la commission Justice et Paix de la conférence des évêques suisses s'était exprimée en 2008 pour l'interdiction, pour l'initiative pour l'interdiction d'exportation des armes, ce qui veut dire que votre position est quand même celle de limiter au maximum la vente de ces armes. De limiter en fonction de l'utilisation, parce qu'encore une fois, il y a un peu partout des policiers qui utilisent des armes suisses. Et je crois que non seulement c'est légitime, mais je souhaite que ce soit possible. Ensuite, quand un État se délite ou est corrompu, il faut une forme de prudence. Et j'ajoute que ce n'est quand même pas tout à fait la même chose. Si un État puissant comme un des États membres du Conseil de sécurité de l'ONU, par exemple, vend des armes, que si c'est la Suisse qui le fait alors qu'elle défend d'autres positions en même temps. C'est là que je pense que notre capacité à être médiateur dans des conflits et même dans des guerres civiles est rehaussée si on ne permet pas en même temps à ce conflit de s'alimenter. D'accord. J'accueille aussi sur ce plateau Gianni Haver. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue de l'image, professeur à l'Université de Lausanne. Alors, il est beaucoup question d'image dans ce débat. On n'en a pas encore parlé, mais c'est l'occasion avec vous. Il est beaucoup question d'image de la Suisse dans ce débat sur les exportations d'armes. Tradition humanitaire, tradition militaire, neutralité. Finalement, pour vous, est-ce que la Suisse, c'est le pays d'Henri Dunant ou le pays du général Guisan? Ni l'un ni l'autre, et les deux à la fois. J'imaginais bien que vous me donneriez cette réponse. Non, mais il faut être conscient qu'une identité nationale est un amalgame d'éléments à la fois disparates, conciliables, inconciliables et parfois même contradictoires. Et pourtant,
ce célion qui remplit des fonctions. Donc évidemment, la Suisse est le pays de la Croix-Rouge, est le pays de l'humanitaire, le pays de l'accueil, mais c'est aussi le pays des renvois. C'est le pays effectivement de l'humanitaire, mais c'est aussi le pays des armements, du service militaire unique au monde, de l'armée de milice, c'est-à-dire le citoyen soldat, ça n'existe presque nulle part. C'est aussi le principal exportateur d'armes dès le XVe siècle. Là, je contredis un peu votre reportage parce que le Moyen-Âge a vu l'exportation de la matière première, de l'arme absolue du Moyen-Âge, c'est-à-dire le soldat, le corps du soldat. Le mercenariat est une forme d'exportation d'armes qui est une exportation organisée. En termes d'industrie, parce qu'il y a des familles qui prennent le contrôle, qui véhiculent ces soldats vers les différentes armées et qui organisent économiquement cette exportation. Donc il y a une tradition à la fois de neutralité, mais avec un lien avec les conflits, et il y a une tradition de neutralité armée. C'est-à-dire, ce n'est pas n'importe quelle neutralité. Pendant la guerre de 14-18, la classe politique suisse considérait que la bonne neutralité, c'était de vendre aux deux côtés. Donc, on vendait effectivement à l'entente et aux empires centraux. C'est une manière d'être neutre, d'une certaine manière. C'est pas faux. Ça n'a pas du tout été pareil après la Deuxième Guerre mondiale. Pour des impossibilités de vendre aux deux côtés, ça a été très différent. Aujourd'hui, on est dans une autre logique, c'est-à-dire c'est dans une logique où on n'exporte plus la main-d'œuvre guerrière, mais on exporte effectivement l'outil. Donc, les Suisses ne sont pas là. Il n'y a que leurs objets, leurs produits. Alors, toujours pour revenir à votre question et au côté identitaire, qu'est-ce qu'il y a d'un niveau identitaire. Voilà, un niveau identitaire. Dans ces objets, il y a un savoir-faire. Et ce savoir-faire est parfaitement imbriqué avec une tradition suisse. Pourquoi ? Parce que même si aujourd'hui, c'est l'électronique, depuis les années 60-70, qui est la clé de voûte de l'armement, pendant une longue période, depuis en gros le 19e jusqu'aux années 50-60, c'est la mécanique, et parfois même la micromécanique, qui est un savoir-faire. Et donc là, on retrouve un des grands savoir-faire de la Suisse, qui est l'horlogerie. Et ce savoir-faire-là, on le trouve aussi dans ces armements. Donc c'est compliqué. C'est compliqué à démêler. Il y a plusieurs identités qui sont en jeu là-dedans. Et c'est des identités contradictoires. Et je sais que je parle trop, mais je vais on va pouvoir développer. C'est tout l'intérêt du débat. Absolument. Et on va pouvoir développer juste après ce petit sujet image. On vous propose un extrait de l'émission 120 secondes des deux Vincent. Récemment, ils ont mis en scène l'interview d'un responsable d'industrie d'armement. Regardez. Maxime Zwicky, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes fabricant d'armes. Oui, je suis le patron de Zwicky Guns à Pompaple. Alors, c'est une entreprise familiale de taille modeste. Je ne suis pas un big player comme Ruag, mais bon, on fait bien notre métier dans le respect de la tradition, tant familiale que nationale. Alors, qu'est-ce que vous fabriquez, monsieur Zwicky ? Oh, je fabrique de tout, des pistolets, des fusils, des lance-roquettes. Et est-ce que ça vous est déjà arrivé, comme on soupçonne Ruag, de vous arranger avec la législation en vigueur en passant par des pays intermédiaires pour pouvoir exporter vos produits vers des marchés qui ne seraient pas censés y avoir accès? Alors oui, bien sûr, bien sûr. Par contre, je me suis fait jamais choper, alors. C'est grave de contourner la législation. Mais c'est grave. Mais non, mais la législation, monsieur, c'est quoi? La législation, il faut dire ce qu'est, c'est du marketing. En l'occurrence, c'est le marketing du pays, vous voyez. La Suisse est dépositaire des conventions de Genève, alors la Suisse doit avoir un gentil. Vous voyez, c'est ça un peu l'idée. Vous avez déjà vu une pub Coca? Tout le monde est bien gaulé dedans, tout le monde est beau. Pourtant, quand vous buvez du Coca, vous n'êtes pas comme de la pub. Ah non, je peux vous dire, je suis bien placé pour le savoir. Ma femme boit que ça, elle rentre plus de mon sidecar. Alexandre Vautravers, bon, on est bien sûr là dans la caricature, n'empêche, l'image de l'industrie d'armement n'est pas très reluisante. Vous-même, en tant que membre de ce conseil scientifique pour Ruag, vous êtes chargé d'analyser les risques de réputation. Est-ce que ce n'est pas un gros risque pour l'industrie d'armement d'exporter des armes vers des pays en conflit Alors, plusieurs choses. La première, je ne peux pas commenter l'humour, ça se fait pas. Ça s'apprécie ou pas? Soit ça se comprend, soit ça se comprend pas. Fabriqué en Suisse, Swiss Made, le logo, c'est une arbalète.
Il faut quand même revenir un petit peu à l'essentiel. Ce qui vient d'être dit tout à l'heure, c'est effectivement que ça devient dans le détail très très difficile de savoir qu'est-ce qui est une arme, qu'est-ce qui n'en est pas. Parce qu'on a parlé de la micromécanique et de l'horlogerie. Enfin, aujourd'hui, on est en train de parler de cyber. Aujourd'hui, on est en train de parler de systèmes d'instruction. On est en train de parler de savoir-faire. On est en train de parler de technologie des matériaux. On est en train de parler de systèmes de pilotage à distance, etc. Donc, en réalité, cette vision ultra simplificatrice où on voudrait d'un côté mettre les armes avec des industriels qui ne fabriqueraient que cela, et puis de l'autre côté des industriels qui seraient pacifiques et qui seraient pour l'avancement de la science. On n'est plus dans cette image d'Épinal depuis probablement quelques siècles. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus désolidariser ce domaine de la haute technologie, ce domaine de la performance, de l'innovation, du domaine de l'armement. Ça n'est plus possible. Aujourd'hui, on n'exporte en fait effectivement plus des personnels, on n'exporte plus nécessairement des technologies ou des pièces ou des munitions, on exporte de plus en plus du savoir-faire. Et beaucoup de savoir-faire qui est développé en Suisse, des plans de nouvelles technologies qui sont développées en Suisse, seront produites dans un autre pays. L'industrie d'armement est tellement, si j'ose dire, intégrée sur le plan européen, sur le plan mondial, qu'aujourd'hui, ça devient très très difficile de dire ça, c'est une arme véritablement suisse. Mais alors, Charles Moreau, finalement, l'industrie d'armement permet aussi de développer une technologie de pointe. En tout cas, ça s'alimente d'un côté et de l'autre. Ça fait partie du fleuron de l'industrie helvétique qu'il faut continuer à pouvoir faire en sorte que cette industrie prospère. C'est ce qu'on vient d'entendre. Bon, tout se touche un peu. Il est vrai que notre industrie, par exemple horlogère, contribue à des mécanismes de précision dans des satellites qui peuvent avoir des utilisations variées, y compris militaires. On peut difficilement éviter que quand nous arrivons à faire bien quelque chose, d'autres en profitent pour l'utiliser mal. Mais on doit essayer de veiller sur ce qu'on fait. Et on peut aussi... Nous avons la très grande chance en Suisse d'avoir une très bonne formation, de pouvoir par conséquent être à bien des égards à la pointe. Je dirais, on n'arrive pas à distinguer aussi clairement les choses qu'à l'époque où on avait, je ne sais pas, une arbalète et puis, je ne sais pas, une pelle, bien que les pelles existent encore. Mais par contre, essayons d'utiliser notre industrie, de nous cibler dans des utilisations plutôt favorables à la paix, à la médiation, par exemple des instruments de déminage. La Suisse collabore beaucoup au déminage de zones de guerre, à construire des engins pour y aller. Cela contribue très positivement à notre image et profite aussi à notre industrie. Gianni Havert, il y a effectivement cette réputation du Swiss Made, cette excellence. Est-ce que, pour garder sa bonne réputation, la Suisse devrait aussi exceller en termes d'éthique? Ou est-ce qu'elle peut se contenter de ce qu'elle a déjà? Il se trouve que si on prend la réputation dans son ensemble, après évidemment il y a des groupes d'intérêts qui ont des intérêts différents, mais c'est vrai qu'il devrait faire les deux. C'est-à-dire pour répondre aux deux traditions, les deux traditions devraient être mises en avant. Il y a cette idée de précision par exemple, qui vient du tireur suisse, l'arbalète. L'arbalète est quelque chose qui était quasiment inutilisé en Suisse. C'est les Génois qui utilisaient l'arbalète. Par contre, c'est la pièce de Schiller, c'est Guillaume Tell, 19e siècle, l'arbalète devient un symbole suisse. Devient un symbole à la place de la pomme. Pourquoi? Parce qu'il y a la mécanique et il y a l'idée de précision. Et ces deux éléments sont encore très ancrés sur notre imaginaire. Après, on aimerait bien que ces objets restent des objets perfectionnés qu'on n'utilise pas, qui ne causent pas des morts, qui ne causent pas de désespoir, parce qu'il y a l'autre tradition qui intervient, c'est la tradition humanitaire. Des Pisolferino, on se rend compte que ces objets font des dégâts sur des êtres humains. Et c'est pas forcément facilement conciliable. On a un peu ces deux éléments, ces deux réactions par rapport à cette industrie. À la fois la fascination de ces objets qui sont des bijoux de mécanique, disons. Je parle des armes automatiques individuelles, disons, pour situer dans une langue tradition. Mais il y a des objets qu'on nous présenterait ça aujourd'hui, personne d'entre nous, sauf vous peut-être, reconnaîtrait
qu'il s'agit d'une arme. Ouais. Parce que c'est des objets de mesuration, c'est des éléments techniques, des parties d'armement qui interviennent dans un élément extrêmement complexe et qui est très difficile, vous le disiez aussi, de reconnaître comme arme. Qu'est-ce qu'on fait de tous ces éléments-là? C'est aussi une question. Les pièces des ordinateurs portables viennent, au fond, de commandes du Pentagone. Donc, voilà, très entremêlé. Évidemment, c'est très entremêlé et c'est complexe, fatalement. Mais Alexandre Vautravers, c'est vrai que la Suisse aime être exemplaire à bien des niveaux. En l'occurrence, beaucoup de personnes dans le débat public se disent qu'il y a une forme de cynisme dans cette volonté du Conseil fédéral de favoriser l'économie aux dépens de l'éthique. Est-ce que la Suisse devrait être exemplaire d'un point de vue éthique ? Alors je pense qu'il y a un autre point qu'on pourrait ajouter à l'exemplarité de la Suisse et à la responsabilité de la Suisse, c'est le fait de mettre un petit peu d'ordre dans quelque chose qui est franchement très chaotique. Et malheureusement, vous parlez de l'ordonnance sur le matériel de guerre? Non, pas du tout. Parce que c'est très clair, c'est un système où vous avez 3 clés. Vous avez une clé de l'économie, c'est le SECO qui décide, feu vert ou pas feu vert. Il suffit d'une de ces clés pour bloquer la chose. La deuxième clé, c'est le département de la Défense. Et puis le troisième, c'est le département des Affaires étrangères. Donc il y a peu de pays, à part ceux qui n'ont pas du tout d'industrie d'armement, qui ont finalement une législation aussi contraignante et aussi précise, et encore une fois aussi détaillée. Je pense qu'il faut recaler un petit peu ce débat et puis mettre de l'ordre dans finalement ces armes où on met tout et n'importe quoi. Les drones, c'est des armes. Internet, c'est une arme. Enfin, ça a été conçu essentiellement avec des budgets militaires à la base. On peut dire que la pellicule de film, c'est de la nitrocellulose, donc c'est chimiquement pas très loin. L'ordre, en l'occurrence, TNT. je m'excuse, je vous interromps, mais c'est le Conseil national qui veut le remettre en disant ce ne sera plus au Conseil fédéral de... Alors si vous voulez me laisser m'exprimer, je vais vous répondre. Pour remettre un petit peu d'ordre là-dedans, je pense qu'il y a une systématique qui est à mon sens, beaucoup plus clair que, disons, ce débat, c'est de se rendre compte que toutes les armes ne se valent pas. Et en fait, il y a 3 catégories d'armes qui me semblent extrêmement différenciées et il ne faut pas mettre tout dans le même panier. Il y a les armes stratégiques, les armes de destruction massive, et il y a finalement tout un corpus de règlements internationaux. Et la Suisse, je pense, a fait tout à fait sa part dans les négociations sur le désarmement contre les armes stratégiques, contre les armes chimiques, contre les armes bactériologiques, contre les armes nucléaires. Donc ces armes stratégiques, ça c'est quelque chose qui est relativement bien cadré, si j'ose dire, par le droit international. Ça, c'est une chose. Il ne faut pas les confondre avec les autres types d'armes. Les autres types d'armes, ce sont des armes conventionnelles. Moi, je les appelle des armes de souveraineté. Et il faut bien se rendre compte que si on ne les fabrique pas en Suisse, eh bien, on va les fabriquer au Brésil, en Turquie, au Vietnam et ailleurs. Il y a toute une série de pays qui, aujourd'hui, parce qu'ils ont accès à cette technologie, eh bien, vont continuer à les fabriquer. En quantité beaucoup plus importante que celle de la Suisse. Ces armes-là, en fait, rentrent dans une toute petite partie des problématiques éthiques que vous voulez discuter. Ce sont des armes de souveraineté qui sont vendues aux États. Et vous avez une troisième catégorie d'armes. Très rapidement, parce qu'on doit conclure. Je suis très rapide. Ce sont les armes légères, et c'est finalement un effort de la Genève internationale que de s'être véritablement investi dans toutes ces problématiques de mines antipersonnelles, dans toutes ces problématiques de gestion des stocks de munitions, des armes de petit calibre, donc les armes qui peuvent être utilisées par des criminels, par des organisations terroristes, etc. Et je pense que je reviens à cela. La Suisse, c'est aussi l'ordre, c'est aussi de ne pas mélanger les choses, c'est aussi le respect du droit, et donc de faire une distinction entre ces armes légères qui posent beaucoup de problèmes, qui sont difficiles à tracer, et puis des armes, des porte-avions, des avions de combat. Ce n'est pas cela qu'on va retrouver dans les mains de terroristes. Charles Moreiro, en un mot, parce qu'effectivement, il faut conclure. Selon vous, qu'est-ce que le législateur ou qu'est-ce que le Conseil fédéral, c'est lui qui garde cette prérogative, devrait avoir à l'esprit? Quels principes devrait-il suivre lorsqu'il modifie l'ordonnance sur le matériel de guerre? Nous avons une armée défensive, on peut promouvoir cet état d'esprit qui correspond à notre identité. Nous pouvons servir de médiateur et en garder les conditions. De ce point de vue, d'autres pays qui font des armes, et les feraient sans doute, n'ont pas ce rôle-là. C'est un rôle assez important pour nous qui, par exemple, ne sommes pas intégrés dans l'Union européenne, de pouvoir dire « Mais oui, mais vous savez, nous pouvons vous rendre service parce que nous avons aussi un peu une autre identité. » Et finalement, je vois avec une certaine satisfaction que l'industrie pharmaceutique, pas seulement suisse, mais entre autres, rechigne à exporter certains produits aux États-Unis, des craintes qu'on l'utilise pour des injections létales dans le cas de la peine de mort. C'est tout un autre honneur.
on peut s'en inspirer dans d'autres domaines. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Et je rappelle donc que le Conseil national a voté une motion qui se retrouve maintenant devant le Conseil des États. Ce sera à lui de décider dans l'attente. Le Conseil fédéral a suspendu la modification de l'ordonnance. Et si vous souhaitez réagir à cette émission, vous pouvez nous écrire à l'adresse fautspascroire@rts.ch ou alors laisser un message sur notre page Facebook. La semaine prochaine, un documentaire nous emmènera sur l'île de Java, en Indonésie, où de jeunes femmes musulmanes voilées se livrent à leur passion, le heavy metal. Rendez-vous samedi prochain dans Faut pas croire, et d'ici là, portez-vous bien.